Bonsoir. Les mots du désert. Corps côte à côte, tête pensant ailleurs. S'entasser derrière le camion, pas de regret, beaucoup de peur. Sous le soleil chaud brûlant, rester coincé pendant des heures. Ne pas trop bouger au moindre chaos. Faire confiance à sa place. S'agripper très fort au risque de tomber. Escale. Descendre. Chercher son sac et repérer quelques bois morts traînant par terre. Les ramasser. Il fait nuit. Il fait noir. Il fait très froid. Allume le feu. Se réchauffer. Manger dattes et ses petites arachides. Boire du thé préparé au petit feu. Attention. Une alerte du passeur. Il tient une Kalachnikov et donne des ordres. Obéir sans plus tarder. Maintenant, éteindre le petit feu qui nous réchauffe. Se recroqueviller. Dormir sans murmurer entre amis. Il fait jour, mais toujours froid. Se réveiller. Muscles tendus, yeux collés. Ouvrir la bouche. Bailler. Dégager cette haleine de chacal. Aux ordres. Exécution encore. Monter sans plus tarder. Corps côte à côte. Tête pensant ailleurs. Entassé derrière le camion. Le soleil se montre et nous bougeons. Chauffeur drogué, à l'aise au volant. Il roule vite comme sur un goudron. Laissant poussière derrière, nous l'aspirons. Corps côte à côte, tête pensant ailleurs. C'est ainsi que nous partîmes pour ces ailleurs, coûte que coûte, en plein désert. Le migrant. Face à la mer, il rêve d'une trêve. Son rêve n'est plus que celui de briser cette identité meurtrière. Partir à la recherche d'une autre identité perdue. Se retrouver de l'autre côté de la mer. Et pour ça, il nous faut payer les passeurs pour qu'ils l'embarquent. Travailler dur pour se payer ce voyage. Claquer des dents pendant des nuits et des jours pour pouvoir redevenir quelqu'un comme les autres. C'est quelqu'un qui ne doit rien à personne. La mer fait peur, mais ne lui fera pas changer d'avis. Car c'est le défi. Lui, son nom c'est Malamine. Malheureux d'avoir tout perdu, il prend sa décision pour revendiquer son nom et se retrouve campé chez les passeurs. Ça fait des jours qu'il attend ce jour où son destin se jouera entre le ciel et la mer. Vers minuit, ce sera le coup d'envoi. Selon les rumeurs venant des passeurs, ils embarqueront. Les règles seront les suivantes.
s'apprêter à être le plus léger possible. Pas de chaussures, pas de manteau, pas d'objets tranchants dans ses poches, pas de nourriture, pas d'eau à transporter, pas de feu, pas de cigarettes, pas de petits sacs à main, même pour les femmes qui elles aussi tentent ce destin sauvage, où les passagers deviennent de simples objets qu'on tape pour bien les ranger. Coup de pied après coup de pied, tous se retrouvèrent côte à côte comme des cargaisons. La douleur ne trouve pas sa place, car la peur a pris le dessus. Ça tape fort et personne ne pleure. Ça pue et personne ne renifle. Une fois en Italie, il y aura besoin de beaucoup de pénicilline et de pansements. À 2h du mat s'entament les prières. Beaucoup se sont convertis en religion. Au pire, ils espèrent une autre vie, mais pas en enfer. Malamine se félicite. Après des jours assis sur un bateau, il est survivant et pose ses pieds sur la terre ferme. Il a réussi son rêve de trêve. Il a brisé son identité meurtrière, mais en a porté une autre. Des passagers en cargaison, aujourd'hui tout le monde le nomme. Migrants, réfugiés et parfois sans papier. Malamine ne sait pas ce que tout cela signifie. Son identité se retrouve désormais au bout de ses doigts. Selon la préfecture, il est dubliné. Mais lui ne sait pas ce que ça veut dire être dubliné. Il ne connaît personne. Et personne ne le connaît dans la ville. Malamine erre comme un fantôme. Il ne parle pas la langue. Tout le monde se moque de lui et parfois esquive sa sympathie. Malamine est triste et pris au piège du destin d'un clandestin. D'un regard tout doux qu'il pose sur cette ville ouverte qui lui ferme ses portes. Petit de taille et de corps amaigri, ses pas frémissants se succèdent sans destination précise. Un léger petit sac sur le dos dans lequel se trouve une brosse à dents sans dentifrice, un savon presque fini, un caleçon d'occasion, une bouteille d'eau, un sandwich d'hier soir, une boîte de vaseline usée entre copains pour s'adoucir les mains, le visage et se protéger du froid. Voilà ce que Malamine a comme bagage à son arrivée en France, accompagné d'une grosse peur dans ses tripes. Yeux cernés indiquant ses nuits debout, il marche et marche lentement, sans savoir où aller. Tout le monde sait que Malamine n'est pas européen. Il se distingue des autres par son style vestimentaire usé, son hygiène négligée et fragilisée par de longues nuits d'insomnie qu'on pouvait lire facilement sur ses yeux enfoncés qui disparaissaient presque derrière des pommettes osseuses. Face au regard parfois souriant, parfois agressif, il faisait ses premiers pas à Paris, dans le froid et sous les petites gouttes d'eau qui l'accueillaient. La peur de Malamine n'était pas de partir, mais plutôt celle de rentrer dans cette ville immense où il n'a nulle part pour se poser, se doucher et manger. Il perd encore son nom. Son identité devient un autre qui doit s'exprimer devant l'administration française. Malamine doit encore beaucoup marcher, se renseigner et apprendre à être ce quelqu'un comme les autres.
l'instant, Malamine n'a pas d'identité. Il n'est personne. On l'appelle le migrant. À Stalingrad, sur les gradins, Malamine s'est inscrit au cours de français, où il apprend les quelques mots de politesse. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, merci. Et aussi les renseignements sur l'administration comme dubliné, récépissé, préfecture, carte de séjour, protection subsidiaire, OQTF, PADA, ADA, OFPRA, CNDA, FTDA, CRA, OFI, titre de transport, CMU, CAF, La Poste, Coalia et beaucoup d'autres. Mais pour l'instant, Malamine est dans l'attente depuis des mois d'être jugé et de recevoir ses papiers. Un autre bateau se dirige vers l'Italie, en pleine mer, dans le silence bleu. En pleine mer, il faisait très noir et très froid. Pas le temps de voir quelle heure il était exactement. Peut-être minuit, 1h du matin, ou encore plus. C'était le départ pour la mort. Le dernier jour des sans-papiers dans un bateau qui amenait plus de 600 personnes, s'attendant à voir une nouvelle terre. Tous avaient le cœur qui battait très fort, mais on pouvait déjà lire en eux que l'espoir dominait sur la peur d'affronter la Méditerranée. Ce cimetière bleu qui avait déjà avalé plusieurs vies, plusieurs rêves. Et ça, tout le monde le savait bel et bien. Pas la peine de renoncer. De toute façon, on mourra tous un jour. Mais avant, ça vaut bien le coup de tenter de vaincre la misère, de changer sa vie et de regagner son sourire et sa dignité perdue. Et si on meurt, adieu nos âmes. Tout le monde connaissait déjà depuis très longtemps cette histoire de mer. Mais personne ne s'attendait à la grande vérité infernale. Bien sûr qu'on savait que le malheur nous guettait. Et aussi quand on traverse le bleu, aucun homme ne peut s'empêcher de penser à la pire des situations, le naufrage. Avant de monter, chacun faisait ses petits vœux ou prières en croisant les doigts, pourvu que ça marche. Et même les personnes les plus athées reconnaissaient Dieu pour la première fois de leur vie. Le bateau était plein de personnes assises côte à côte. Il dégageait une odeur désagréable, on aurait dit une poissonnerie. Il lui fallait seulement 10 personnes de plus pour qu'il explose sur place. Mais pas la moindre possibilité de protester face au Kalachnikov des passeurs. Pas le choix de renoncer au rêve. Pas la peine de repousser le grand jour à un autre jour. Alors, autant mieux monter dans l'espoir d'arriver vivant que de se faire abattre sur place comme un simple animal. Une fois dedans, le regret se lisait sur chaque visage, car personne ne croyait qu'il était possible de traverser de cette manière, d'être forcé à monter dans un bateau prêt à craquer. Le mécontentement se voyait, mais rien d'autre que le silence ne pouvait parler à la place des autres. Les mendiants de rêve n'avaient plus le choix que de se taire. Quelques
quelques heures plus tard, tout le monde était monté sur le bateau. Tout se passait bien jusqu'au moment où le tonnerre s'est mis à retentir au fond du ciel. Chaque fois que l'éclair zébrait le ciel, on remarquait la tristesse sur le visage de chaque personne assise au milieu de nulle part, perdue dans la Méditerranée, si vaste à perte de vue. Mais trop loin et trop tard pour faire demi-tour. Chacun ne pensait à rien d'autre qu'à sa propre misérable vie qu'elle essayait de sauver. Le tonnerre s'accompagna d'un violent coup de vent qui a d'abord giflé le monstre qui nous transportait, puis une succession de rafales infernales s'est mise à siffler de tous les côtés de la mer. L'eau ne se voyait pas, mais on sentait qu'elle se réveillait. La terreur avait conduit certains à une panique terrible jusqu'à réveiller les enfants qui se sont mis à pleurer. Et même les femmes ne pouvaient s'empêcher de crier comme si quelqu'un pouvait leur venir en aide. Mais personne. Tous ont vu leur vie défiler devant eux en quelques minutes. Ce jour-là, si le destin existait réellement, fallait être maudit pour périr comme un simple rien dans l'eau. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? J'ai des enfants avec moi. Aidez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas nager s'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider? De l'autre côté, on entendait « Je ne veux pas mourir, que se passe-t-il? Quelqu'un peut m'expliquer ?» D'autres voulaient exiger de faire demi-tour, mais à qui s'adresser et comment? Ils appelaient le capitaine, mais ne savaient pas que dans le voyage de la mort, c'était tout le monde qui était capitaine. Pour calmer la panique, un homme âgé s'était mis debout et avait dit « On ne va pas mourir. Écoutez-moi, je suis pêcheur et je connais bien la mer. Ça arrive souvent, c'est juste des vagues accompagnées d'une tempête. Ça va passer. Tranquillisez-vous, je vous en prie. » Cet homme avait bien réussi de calmer le cafouillage, mais la majorité avait toujours le visage terrifié, car le tonnerre résonnait très fort, et même le plus courageux des hommes n'aurait pu s'empêcher de trembler. La vie n'avait pas de sens. Plus les vagues se rabattaient, plus le cœur des hommes battait très fort, et les cris des enfants ne pouvaient s'arrêter. D'une voix désespérée, une femme confiait sa petite fille à un jeune homme en lui disant « S'il vous plaît, monsieur, je ne sais pas nager. Ma fille n'a que 5 ans. Si jamais le malheur qui s'annonce arrive, sauvez sa vie, je vous en prie. Aujourd'hui, quant à moi, dit-elle, je confie mon âme à Dieu. » C'était difficile, et même très difficile pour tout le monde, car on se sentait comme assis sur une balançoire à chaque coup de vague qui fouettait. Le nez du vieux monstre s'enfonçait dans l'eau et après se relevait comme propulsé par une lame de fond. On aurait pu dire une danse, mais sauf que cette danse-là faisait trop peur. Plus ça dansait, plus ça grinçait, plus ça faisait peur. Ce n'était pas le grincement qui faisait peur, mais plutôt l'obscurité et les coups de secousse qui se perpétuaient. Au bout de quelques minutes de coups de vague, on entendit un autre bruit. C'était comme une explosion d'un bois mort. Puis après, la voix du grincement s'alourdit. Sûrement, une vieille planche qui n'avait pas pu résister s'était détachée, laissant une ouverture dans la cale du bateau. À chaque fois, l'eau pénétrait sans bruit. Encore et encore, jusqu'à ce que le ventre du monstre soit rassasié. Le bruit du moteur s'était envolé, on ne l'entendait plus.
forcément noyé. Quelqu'un a crié « Pourquoi on s'arrête ?» Puis un autre dit à son voisin de devant de ne pas s'adosser sur lui. Pourtant, ce n'était pas de sa faute. C'était bien l'inclinaison qui n'avait pas tardé à se faire constater. Tous ont fini par comprendre que l'heure du péril avait sonné, en pleine mer, dans l'obscurité totale au milieu de nulle part. C'était le dernier jour de plus de 600 personnes. Quand le destin touche à sa fin, on ne reconnaît pas qui on est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut vivre encore 5 minutes de plus s'il le faut. L'obscurité ne permettait à personne de reconnaître la position de son fils, sa femme, son enfant ou son ami. Il fallait juste arriver à s'agripper, ne serait-ce que les quelques minutes restantes à vivre. La jeune fille s'écriait « Quelqu'un peut m'aider? Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. » Mais qui pouvait quoi? Beaucoup d'enfants et de jeunes filles pleuraient, mais personne ne pouvait rien faire. Un homme prit son fils sur ses épaules et chercha l'élan pour un dernier saut. Le petit n'avait pas plus de 3 ans et hurlait de toutes ses forces, comme tant d'autres que lui qui périssaient. Les premières victimes étaient des femmes enceintes qui ne savaient pas nager, qui étaient censées rejoindre leur époux en Allemagne, en Angleterre, en France ou quelque part en Europe. Puis, des petits enfants innocents qui n'avaient jamais vu la mer auparavant, qui ne connaissaient que le sable chaud de nos villages africains. Le péril n'a pas de compassion. Ceux qui se débattaient dans l'eau n'ont pas pu tenir longtemps. À l'aube, peu après le massacre du Bleu, on ne voyait plus le bateau. On n'entendait plus rien. Tout était calme. Pas de cris d'enfants. Pas de femmes qui pleuraient aux alentours. Plus rien que des petites vagues qui menaçaient encore, peu après avoir avalé le bateau. À la lumière de l'aube, on pouvait distinguer malgré la distance qui éloignait les uns des autres, qui flottaient encore sur l'eau. Il n'y en avait pas plus de 25 parmi les plus de 600 personnes embarquées au départ. Qui respire encore n'était pas la question, mais qui serait le prochain à périr, car avoir un gilet de sauvetage n'était pas suffisant pour résister au grand froid dans le bleu si vaste à perte de vue. Ce jour-là, beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup d'avenirs se sont éteints. Pour d'autres, mourir était bien le destin de tout homme, mais disparaître de cette façon, c'était horrible, car s'effacer sans laisser de traces, c'était une double mort. Des centaines d'hommes ont péri, larmes aux yeux et visages froissés. Tant qu'il y aura la guerre, tant qu'il y aura les dictateurs sanguinaires au pouvoir, ce sera ainsi. L'Europe restera un refuge parfait et la Méditerranée restera toujours un cimetière bleu. Quelques-uns ont réussi à traverser la Méditerranée, à traverser le désert et sont arrivés ici, en Europe. Mais que sont-ils devenus? Aujourd'hui, on les appelle parfois des sans-papiers, parfois des réfugiés, parfois des migrants, sans connaître les conséquences et les causes de leur départ. Sans-papiers. Parce que le prix de la liberté peut coûter jusqu'à l'âme, je suis sans papier.
Je suis le fils d'un sans-papier. Je suis la fille sans papier. Je suis la mère de famille sans papier. Je suis le père de famille sans papier. Je suis l'âme vivante des sans-papiers qui ont péri dans le bleu et dans le désert. Je suis le nombre de balles tirées en Afrique. Je suis le péril dans le bleu et dans le Sahara. Je suis le nombre de réfugiés en Europe. Je suis la voix sans papier qui parle à la place de l'autre sans papier. Je suis la fille sans papier qui se faisait violer dans son village par des militaires parce que j'étais trop belle et mon père trop pauvre pour défendre nos droits devant le gouvernement pourri de mon pays. Je suis le cultivateur sans papier qui a fui son village parce qu'il y avait trop d'hostilité. Je suis le fils d'un sans-papier, mais élève brillant qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui dans un pays où règne la dictature. Je suis le fils d'un sans-papier qui était toujours sous-estimé, insulté, méprisé puis expulsé du village parce qu'il était sans papier dans un pays qui n'était pas le nôtre. Je suis la mère de famille sans papier parce que mon mari a reçu une balle dans la tête pour défendre l'honneur de ses enfants et de son village. Je suis le père de famille sans papier parce que j'ai préféré sacrifier mes enfants et mes 2 femmes dans le bleu plutôt que de les laisser mourir comme des chiens sous vos balles. Je suis l'âme vivante de tous les sans-papiers qui ont péri dans le bleu et dans le Sahara parce que le beau village s'est transformé en enfer et qu'il fallait partir vivre une autre vie ailleurs qu'ici. Je suis le petit enfant qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qui ne parle pas, mais qui dessine des scènes de guerre qui traduisent ces mots. Je suis la voix de toute une famille. Toi, moi, lui, l'autre. Je suis la voix sans papier qui parle pour traduire les mots et montrer le visage des exilés. Je suis la preuve vivante de toutes vos blessures, vos peines, vos pluies de balles, vos violences, vos tortures, vos crimes, vos larmes, vos mépris, vos pensées, vos souhaits et vos rêves. Je suis le résultat de la misère, du racisme, des violences, des crimes et de la terreur infligée aux autres. Je suis 1000 fois tout, sans papier. Je ne suis pas une menace pour les autres. Et vous, qui êtes-vous? Lettre d'un naufragé. Quelqu'un quelque part a essayé de s'enfuir pour s'échapper des persécutions de son pays. Mais celui-là, il n'a pas réussi. Alors il a fait une lettre d'adieu à sa maman. Il y a tant de choses qui se passent dans la Méditerranée, mais il y a peu de gens qui le voient. Il faut la traverser pour la connaître. Adieu maman. Pardonne-moi maman. Pardonne-moi d'être parti sans te prévenir. Pardonne-moi de t'avoir embarrassé. Pardonne-moi d'avoir été subtil et d'être parti comme un voleur, car j'ai fui la terreur et c'est l'erreur qui m'a surpris. Aujourd'hui, assis sur une natte,
au fond de la cour, sur le sable où je jouais. Larmes aux yeux, je sais que tu penses à moi qui suis ton fils unique, maman. Tu diras à nos voisines, mon fils est parti loin d'ici, loin de toutes ces hostilités. Il aura la vie sauve, il aura un avenir meilleur et me reviendra avec un grand sourire. Ce sera le sourire de la victoire, ce sera le sourire de la liberté. Mais non, maman, ce serait une erreur de ta part, car à présent je ne suis qu'un fantôme qui vit dans l'eau. Oui, j'ai péri, maman. J'ai péri au plus profond de nulle part et mon cœur s'est éteint dans l'immense bleu. Mon corps n'est plus rien qu'un simple appât qui dans l'eau nourrira ses poissons. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Moi qui croyais revoir un jour ton sourire, réentendre ta voix qui m'appelait toujours dans la cuisine. Mais hélas, maman, la mer m'a surpris. Non, je ne saurais nager car je n'ai connu que le désert. Aujourd'hui, j'ai péri comme autant d'autres que moi. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Je ne connaîtrai pas de victoire. Je ne connaîtrai pas de liberté. Je ne reviendrai plus jamais. Et tu ne t'en rendras compte qu'avec les temps d'années qui couleront, tu diras à nos voisines, mon fils est parti depuis très longtemps, je n'ai plus de ses nouvelles. Ton cœur te dira, mon fils a peut-être péri. Cette fois-ci, tu auras raison, maman. Ah oui, maman, ton fils n'a pas su comment nager et a péri comme tant d'autres que lui. Tu le sauras dans longtemps, mais tu ne l'avoueras à personne. Tu pleureras toutes tes nuits, tu pleureras tous tes jours. Tu croiras enfin ton cœur qui avait toujours raison. Et ta vie ne sera que tristesse, tu mourras de détresse. Adieu ma pauvre maman. Moi qui n'ai pas eu le temps de comprendre que le destin, ce n'est pas l'homme qui le choisit, mais plutôt la vie qui le lui offre. Ma liberté m'a coûté plus cher que ma vie. Je n'ai rien eu d'autre à donner que mon âme. Adieu maman. Adieu mes rêves. Adieu ma pauvre vie.